Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui à la thématique d'investissement dans l'or, une thématique à mettre en regard du contexte de marché actuel. Depuis le début de l'année, le CAC 40 perd 14%, l'or perd de son côté 6%. Peut-on pour autant parler de valeur refuge actuellement? Nous en parlerons dans un instant avec François Delassus, consultant pour Or en Cash. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux investissements dans l'économie, dirons-nous, réelle ou en tout cas hors marché financier, puisque nous parlerons de private equity et du lien qui peut exister ou du rapport entre private equity et investissement particulier. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management, mais aussi Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous voulons regarder un petit peu plus en détail cette thématique d'investissement dans l'or à mettre en regard des différentes performances que l'on peut voir sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, mais aussi sur les marchés crypto. L'or semble mieux résister. Au moment où nous avons commencé à nous intéresser à cette thématique, l'or était à 0% depuis le début de l'année. Il recule légèrement, il est à moins 6% actuellement. Un recul moindre par rapport donc à tous les autres marchés financiers ou les autres actifs que l'on vient d'évoquer. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de valeur refuge? C'est une question que nous allons poser à François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour François Delassus. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes expert dans l'investissement dans l'or. Vous avez notamment passé 20 ans au World Gold Council. On va évoquer les différentes façons d'investir dans l'or, mais est-ce qu'on peut dire actuellement, dans le contexte actuel, que si l'or résiste mieux à la chute des marchés, comme on peut le voir depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut pour autant dire que l'or retrouve son rôle de valeur refuge ? Tout à fait, tout à fait. Ce que je vais vous dire d'abord, pour revenir, vous parliez de la baisse de l'or, du cours de l'or de moins de 6%. Bien sûr. Il faut le regarder en euros. Et si vous prenez, par exemple, j'avais regardé les chiffres au 30 juin, vous avez vu que le CAC 40 avait perdu 17% au 30 juin. L'or avait gagné 0,9% en dollars, mais il avait gagné 9% en euros. D'accord. Et il ne faut jamais oublier... Il ne faut pas oublier l'effet devise. Voilà, oui, et les Français, ils achètent en euros. Donc aujourd'hui, on est sur un produit dont le prix est assez étal, une petite baisse, mais ce qui est tout à fait logique, parce qu'on a deux éléments qui jouent en faveur et contre le prix de l'or. L'élément pour la baisse du prix de l'or, ce sont évidemment les hausses de taux d'intérêt. Bien sûr. Parce que le coût d'opportunité de l'or devient moins intéressant, puisque l'or ne produit ni rendement ni dividende. Du coup, si les taux d'intérêt montent, ça a tendance à faire baisser le cours de l'or. Parce que les investisseurs vont sur de l'obligataire. Ils vont éventuellement sur l'obligataire, ils vont sur d'autres produits. Et puis surtout, il y a eu aussi le dollar qui est monté énormément. Et généralement, il y a une corrélation inverse négative entre l'or et le dollar. Et quand le dollar monte, l'or a tendance à baisser. Et les éléments en faveur de l'or, c'est pour ça qu'on m'avait posé la question sur valeur refuge. Pourquoi c'est toujours pour nous un élément assez fort de stabilité et même de croissance de l'or? C'est que vous avez l'inflation. Et il faut savoir une chose, c'est lorsque l'inflation est plus de 3%, dans les périodes où l'inflation était plus de 3%, l'or généralement superformait et pouvait gagner 15% par an. D'accord. On n'est pas là aujourd'hui. C'est pas le cas actuellement, mais vous voyez, ça démarre juste l'inflation. Et puis il faut savoir une chose, pourquoi l'or a baissé un petit peu ces derniers temps? C'est hausse bien sûr des taux d'intérêt. Deuxième chose, c'est que les Américains pensaient que la croissance allait repartir. Ils ont si vous voulez, ils ont, comme on dit, pricé déjà la hausse des taux d'intérêt, mais ils ont peur maintenant de la récession. Du coup, ils se sont désengagés énormément, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début du mois, des commodities. Et du coup, ça a entraîné aussi une baisse sur l'or. Mais ce qui est important sur le cours de l'or, et en particulier quand on va en parler sur l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'or sur une période longue. Par exemple, sur les 3 dernières années, l'or, il a gagné 49% en euros, il a gagné 24% en dollars.
C'est quand même pas mal. Mais alors justement, sur le contexte actuel, vous dites qu'il y a eu un désengagement des commodities et que l'or en a pâti également. Il y a un phénomène qui se passe, mais en même temps, l'or aujourd'hui, compte tenu des éléments dont je vous ai parlé, l'inflation, l'incertitude géopolitique et économique qui joue vraiment en sa faveur. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur, si vous voulez, ce qu'on appelle une perspective favorable sur l'or. D'accord. Mais on va avoir des effets de fluctuation. Par exemple, demain, jeudi, je crois que la Banque Centrale Européenne doit annoncer éventuellement une hausse des taux, qui ne devrait plus pas très très élevé, de 25 points de base. Bien sûr. Donc tout ça, ça peut faire baisser un petit peu le cours de l'or, mais il faut le regarder sur le long terme. Ou même du moyen terme. D'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant, c'est que lorsqu'il y a de l'inflation, l'or, il performe. Et je vais vous expliquer très rapidement aussi. Quand vous regardez l'évolution des grandes monnaies et des grandes devises sur 20 ans ou 30 ans, toutes baissent. L'or est stable, c'est ça. Il gagne. C'est la question qu'on peut se poser quand on regarde cette thématique d'investissement ou cet actif. C'est généralement quand on parle de valeur refuge, on s'attend à avoir un effet vase communicant. Il y a un marché qui baisse et puis un marché qui monte et puis on sent que les liquidités sont passées d'un marché à l'autre. Là, en fait, la compréhension actuelle est assez complexe puisqu'en fait, on a vu en fait l'intégralité ou en tout cas des marchés, je sais pas, mais le marché action, le marché obligataire, voire même le marché crypto-monnaie reculer et on n'a pas vu l'or augmenter. On a vu les commodities reculer un peu également après une forte période d'inflation. Mais ce que je pourrais dire, c'est que avec le contexte des taux d'intérêt en hausse, l'or aurait pu davantage baisser. Il a baissé à cause de l'inflation et des circonstances économiques, parce que les instituts justement poussent l'or en avant. Mais je vais apporter un bémol à ce que vous dites. C'est que si le cours de l'or a baissé, pour autant, l'investissement dans l'or et la demande globale pour l'or a augmenté. D'accord. Oui, parce que vous avez... Alors, on ne va pas refaire une histoire. Vous avez vu que la hausse des actifs alternatifs est passée de 7% en 98 à plus de 23% en 2019, 30% même aux États-Unis. Et pendant la même période, la demande globale de l'or a augmenté de 15% par an. Et là, si on regarde depuis 6 mois ou 1 an, quand vous regardez la demande pour l'or, elle est en hausse. Pour l'investissement, elle est en hausse. Vous la prenez sur les ETF. Les ETF ont quand même, au premier semestre, il y avait eu plus de 249 tonnes d'or qui sont entrées sur les ETF. Sur l'or physique d'investissement, c'est énorme. Énorme. Toutes choses étant égales par ailleurs. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais vous savez aujourd'hui, vous savez combien représente la demande globale pour l'or, pièces et lingots par an dans le monde à peu près? Non, mais vous allez me le dire. 1000 tonnes, d'accord. Vous voyez, il y a une résilience de ce marché, 1000 tonnes, et le marché le plus important en Europe, c'est l'Allemagne, même dans le monde. Justement, vous mentionnez deux types de manière d'investir sur cette thématique qui est l'or ou aller sur des ETF. Donc là, on est sur un marché financier et on investit sur une thématique finalement. Ou alors on achète de l'or physique, c'est ça qu'on garde soi-même? Vous avez deux, alors je vais vous expliquer. Vous avez vous avez différents profils d'investisseurs. Les institutionnels et les investisseurs avertis, s'ils veulent qui sont déjà sur la bourse, il est très facile pour eux, qu'ils ont un portefeuille, de basculer d'un produit à l'autre, et donc ils peuvent aller sur les ETF. Les ETF sont intéressants parce qu'ils répliquent le cours de l'or, mais les ETF, si vous voulez, par rapport à leur physique d'investissement, vous n'avez pas, même s'ils sont associés sur du physique, vous n'avez pas la possession de l'or physique, la livraison possible de l'or physique. On ne détient qu'un produit financier. Voilà. Même s'il est adossé sur l'or physique. À la différence, les pièces et lingots, eux, s'intéressent davantage des particuliers qui vont investir sur une épargne sur du long terme, moyen terme, en pensant moins au prix du jour qu'à le lisser le prix sur l'ensemble de la période. D'accord. Et surtout, pourquoi ils prennent de l'or physique d'investissement? C'est que si vous avez un portefeuille, vous pouvez prendre des actifs risqués, vous pouvez prendre différentes choses, mais l'intérêt de l'or physique par rapport à l'or papier, si on peut les ETF, c'est que vous n'avez pas de risque émetteur, pas de risque de contrepartie. Ce qui fait que lorsqu'il y a des crises... Oui, parce que vous possédez votre or, donc de toute façon, il est là. Il est là. Si vous voulez, c'est pour ça que là, en 2008, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes, les gens sont partis très rapidement. C'est d'ailleurs là où l'or a été complètement boosté, la demande est revenue très forte, parce que les gens se sont dit, on a des actifs toxiques, on ne sait pas très bien où ils sont, qu'est-ce qu'ils contiennent. Du coup, on va prendre des actifs que l'on connaît, que l'on maîtrise. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on peut dire pour des investisseurs, c'est aller sur du risqué, aller sur des actions, aller sur de l'obligataire, aller sur la pierre, bien sûr, mais prenez des actifs réels, prenez des actifs alternatifs, donc vous avez la pierre et vous avez l'or. Et l'or, l'avantage de l'or, si vous voulez, c'est qu'il va vous permettre d'optimiser votre portefeuille. Finalement, il est non corrélé
généralement avec la plupart des classes d'actifs financiers. Donc, Bien lorsque sûr, les actions baissent, montent, l'or a tendance à baisser. Et ce qui fait que ça vous permet également, et lorsque les actions baissent, l'or va monter, ce qui vous permet finalement de jouer un rôle de... Vous parlez, François de Lassus, d'or physique d'investissement. Ça veut dire que des bijoux en or ou de... Non, alors là, je parle de l'or physique d'investissement, Voilà, qui ça correspond à une bonne définition, qui est une définition européenne, qui permet justement à ces produits d'être exonérés de TVA à l'achat. Ce soit à la fois ce qu'on appelle des barres, lingots, et à la fois des pièces d'or dites d'investissement. Voilà, donc il faut que ce soit certifié comme c'est des produits d'investissement. Voilà, c'est des produits. Il y a une définition qui vaut dans l'ensemble de l'Europe d'ailleurs, dans l'Union européenne, hein, et il y a également sur les marchés internationaux. Donc vous avez l'or, pièces et lingots, ce ne sont pas des bijoux. D'accord. Hein, c'est des produits. Alors, il y a tout le problème aussi qu'on peut se poser, c'est pas un problème, c'est l'accessibilité de ces produits. Où est-ce qu'on les achète? Alors moi j'allais vous poser cette question et surtout qu'est-ce qu'on en fait ensuite? On les met sous son matelas ou on les met dans un coffre à la banque? Non, par exemple, ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité à tout à chacun, soit de vendre son or, soit d'en acheter. Bon, par exemple sur En Cash, je ne vais pas faire de la publicité pour eux, mais puisque je les conseille, ils ont un réseau de plus de 120 agences en France. Ça veut dire qu'un particulier aujourd'hui qui veut investir sur l'or peut très bien passer sur la plateforme pour acheter l'or investissement, mais se faire livrer en agence. Et donc ça veut dire qu'on achète, alors que ce soit via un acteur ou via un autre, on possède son or chez soi directement et après charge à nous de le sécuriser. Non, généralement, par exemple, vous pouvez proposer, ce qui est le cas du réseau que je conseille aujourd'hui, on va faire de manière un peu plus générale. La conservation. La conservation de l'or. Vous pouvez très bien, c'est un service en plus, vous demandez ce qu'il soit conservé. Sinon, vous pouvez le prendre, le mettre chez vous, le mettre à la banque aussi dans les coffres de la banque avec les limites que vous connaissez aujourd'hui des coffres. Chez vous, vous avez tout intérêt également, dans ce cas-là, à sécuriser. Bon, voilà. La possession de l'or, c'est comme ça qu'on peut le faire aussi. Donc deux manières finalement d'investir dans l'or, que ce soit sur les ETF ou alors quand c'est de l'or physique, ça n'est pas, on n'a pas récupéré des bijoux ou des lingots ou autre, ou alors ça veut dire qu'il faut que ce soit certifié, il y a un certificat qui explique... Alors ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que vous avez des pièces d'or. Alors, les pièces d'or correspondent à une définition très précise. Hein. D'accord. Je ne sais pas si je vais pas rentrer trop dans les détails vu le temps, mais c'est une pièce qui doit avoir été frappée après 1800, avoir eu cours légal, contenir au moins 900 millièmes d'or fin. D'accord. Donc, ça vous donne d'un bon. En ce qui concerne les lingots, ce sont des produits en France qui doivent contenir plus d'1 gramme d'or fin et qui doivent avoir une quantité de 995 millièmes d'or fin. Donc voilà. Très rapidement, pour finir, comment se prémunir contre des... Parce que généralement, quand on parle de rendement, on parle de risque. Là, on n'a pas parlé de rendement, donc on ne parle pas forcément de risque. Mais comment se prémunir contre d'éventuelles arnaques sur le sujet? Ça existe quand on veut investir dans l'or physique? C'est quelque chose à laquelle il faut faire attention? Généralement, l'avantage, c'est que vous avez quand même un certain... Alors, ça revient à la question que vous posez. Il y a toujours des gens qui font des faux, bien sûr, mais généralement, lorsque vous achetez, par exemple, un lingot, vous avez avec un lingot un certificat qui est l'ADN du lingot. D'accord. Et genre, très important, et juste pour terminer, ce qui est important également, c'est que vous avez des fonds de raffineurs qui fabriquent ces produits-là. Et il faut prendre plutôt des lingots qui sont affinés et produits par des fonds de raffinés agréés sur le marché de Londres, ce qu'on appelle le BMA. Voilà. Et donc on peut suivre effectivement tout le cycle de vie du lingot en question. Merci beaucoup François de Lassus d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique d'investissement du private equity. Comment les particuliers abordent-ils cette thématique d'investissement? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mylène Bonneau, directrice des relations investisseurs chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Mylène Bonneau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Edmond de Rothschild Asset Management a notamment lancé une plateforme justement pour faciliter cet investissement en private equity vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs particuliers. On y reviendra dans l'émission. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Anthony Kelsey, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Kelsey Patrimoine. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Alors cette thématique, on va peut-être commencer avec vous Anthony Kelsey, cette thématique de l'investissement en private equity quand il s'agit d'investisseurs particuliers, c'est facilité, grandement facilité depuis la loi Pacte. Est-ce que vous avez vu une évolution dans l'appétence des investisseurs sur cette thématique depuis que c'est possible, ou ça existait déjà avant, ou ça commence tout juste à prendre du côté des investisseurs particuliers aujourd'hui?
Alors, ça existait déjà depuis de nombreuses années, on va dire, grâce au FIP et au CPI, c'est-à-dire avec les fonds qui étaient avec réduction d'impôts. Donc, D'accord. Ouais. pour rappel, c'est les investissements dans les entreprises non cotées, donc qui ne sont pas cotées en bourse, donc qui par définition sont illiquides. Donc, les sociétés de gestion qui collectent les fonds des particuliers leur permettent d'investir dans les entreprises et potentiellement en tirer une plus-value au moment de la revente. Donc depuis une bonne dizaine d'années, les FIP et les CPI étaient ce qui était proposé aux particuliers, avec des sociétés de gestion qui étaient, on va dire, dédiées aux particuliers, mais en parallèle, il y avait les sociétés de gestion pour les grandes fortunes, les institutionnels, qui n'étaient pas accessibles. Et au fur et à mesure des années, ce qu'on a vu, c'est que, notamment grâce à la loi Pacte, on va dire à partir de 2019-2018, eh bien, ces sociétés de gestion pour les grandes fortunes et les institutionnels, sous, on va dire, la demande des particuliers, mais aussi des distributeurs comme nous, des conseillers en gestion de patrimoine, à proposer à leurs clients, pour leur plus grand plaisir, des investissements en private equity. Mais alors c'est intéressant parce que vous dites à la demande des particuliers, voire même des professionnels en gestion de patrimoine, pourquoi, qu'est-ce qui vous manquait, pourquoi est-ce qu'il fallait aller sur cette thématique du private equity ? Alors, si on rappelle les avantages du private equity par rapport et après on verra les inconvénients, mais commençons par les avantages. Voilà. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de volatilité, enfin beaucoup moins de volatilité, puisqu'il n'y a pas de prix à chaque instant, comme sur les marchés boursiers. Donc techniquement, le gérant qui va acheter, qui va faire le deal auprès de l'entreprise, va valoriser la société avec un prix qui lui convient et qui est un prix de gré à gré. Et pendant toute la durée de l'investissement, eh bien, ce prix de gré à gré ne va pas évoluer, et donc il va y avoir peu de volatilité. Et donc ça, c'est pour les particuliers, ils apprécient énormément parce que les Français vraiment n'apprécient pas peu la volatilité des marchés boursiers. Sachant que ça ne vaut qu'avec des horizons d'investissement long terme pour le coup. Quand on investit dans des entreprises réelles, on est moins sur des effets de liquidité qu'on peut avoir sur les marchés financiers par exemple. Beaucoup moins de facteurs exogènes, c'est ça. C'est-à-dire que si un choc à un moment donné, comme on a eu sur le Covid ou sur la guerre ukrainienne, eh bien finalement les gérants de private equity vont, par leur comptabilité, valoriser la société selon les multiples qui vont peut-être évoluer un petit peu, mais qui ne vont pas faire que la société va être dévaluée de 30 à 40% parce qu'il y a une crise de liquidité et tout le monde vend. Voilà. Donc c'est cette volatilité faible qui est intéressante, en tout cas pendant la durée de l'investissement. Et bien sûr, à la fin, il faut quand même vendre la société, mais voilà. C'est intéressant parce que le private equity, ça existe quand même depuis longtemps. En revanche, j'ai quand même l'impression, même si effectivement vous me dites que ça existe depuis plusieurs années, que l'appétence des investisseurs, ou en tout cas le regard des investisseurs vis-à-vis de cette thématique d'investissement est plus récent, ou en tout cas du grand public, ou de manière plus large, est plus récente. Mylène Bonneau, donc, vous faites du private equity chez Edmond Rothschild Asset Management. La nouveauté, c'est que là, vous lancez une plateforme justement pour le rendre accessible, cette thématique d'investissement, à, j'ai envie de dire, pour élargir un petit peu la gamme des personnes à qui vous la proposez. Notamment, là, on peut parler d'investisseurs particuliers qui n'étaient pas jusque-là potentiellement des investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management. Pourquoi cette décision d'ouverture, finalement, d'aller vers le particulier ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le sujet d'appétence du particulier, puis on sent finalement que ce particulier, il est aussi regardé du côté comme un investisseur potentiel. En fait, vous l'avez très bien dit, Nicolas. Nous, chez Edmond Rothschild, on est très connus des privés sur la gestion de fortune et sur la gestion de fonds ouverts. Là où on est moins connu des investisseurs privés, c'est sur la partie non cotée. Et pourtant, en fait, on a 20 milliards, les chiffres, c'est 20 milliards d'actifs non cotés, et on est présent pour accompagner des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse depuis la révolution industrielle, depuis plus de 20 ans sur de la structuration de fonds, et ces 20 milliards, ils ont été constitués avec des clients institutionnels qui nous sélectionnent. Donc, quand on parle de clients institutionnels, c'est caisse de retraite, compagnie d'assurance, fonds de pension, et un petit peu des clients de la banque privée. Anthony l'a rappelé, aujourd'hui, vous avez des CGPI, des banques privées qui ont envie de proposer des actifs non cotés en bourse pour leurs clients, pour des questions de rendement, pour des questions d'absence de volatilité, de décorrélation
avec l'économie réelle et le temps court, et aussi pour une question de quête de sens. Parce que quand vous accompagnez une entreprise, c'est très concret, c'est peut-être plus concret que des indices boursiers que vous pouvez suivre avec des outils. Donc tout ça, ça fait un bon mix. Il y a l'évolution réglementaire qui a permis aussi d'ouvrir ça. Oui, c'est ça. Mais est-ce que l'évolution réglementaire était le dernier verrou pour permettre de faire en sorte que du coup les investisseurs particuliers et les sociétés de gestion commencent à travailler ensemble, ou c'est un point important. Après, on peut encore aller plus loin. Les autorités réglementaires sont tout à fait conscientes de ça. Il y a encore un certain nombre de pas à franchir pour vraiment permettre un mouvement d'accessibilité très fort pour des clients privés. Ce qui retient quand même aussi, c'est que cette réglementation, elle est aussi là pour protéger les épargnants. D'accord. C'est-à-dire, quand le private equity, c'est le temps long, Anthony l'a rappelé, on fait confiance à une société de gestion pour investir au bon moment et pour céder ses participations au bon moment. Donc, il faut s'assurer que le client qu'on a en face, l'épargnant privé, il est capable d'accepter ce temps long et il est capable de renoncer à une partie de cette liquidité. Et c'est au prix de ce renoncement qu'il a le rendement dont on peut se targuer depuis de nombreuses années. Et alors, justement, cet investisseur particulier, parce qu'on imagine bien quand on va intervenir en financement d'une entreprise, on ne parle pas de 5 ou 10 000 euros, on va parler en millions d'euros, voire en plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros pour financer l'entreprise. Cet investisseur particulier tout seul, finalement, ça va rester une goutte d'eau aux côtés d'institutionnels quand il va investir en private equity, peut-être Mylène Monod d'abord et ensuite Anthony Kalsi, ou comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de l'investissement ? Alors, si on part du haut pour aller vers le bas, en fait, quand on lance un fonds d'investissement, ce fonds, il a une taille cible et une taille maximum, ce qu'on appelle le hard cap. Donc, à partir de ce moment-là, on va s'adresser, dans le jargon du private equity, on parle de LP, de Limited Partners, donc à des investisseurs qui vont confier une partie de leur capital pour atteindre ce fonds. Donc, notre métier chez Edmond Rothschild, c'est de lever des fonds pour investir dans ces fonds-là. Et après, peu importe d'où ils viennent, que ce soit institutionnel ou particulier, où il y a des pourcentages dédiés Il n'y a pas d'allocation dédiée. Ce qu'on conseille quand même aux privés, c'est de s'intéresser à des fonds qui ont été sélectionnés pour des institutionnels, pas parce que c'est forcément mieux, parce qu'en fait, un institutionnel, il est plus sophistiqué qu'un privé pour sélectionner un véhicule. Oui. Et du coup, il est capable de faire une due diligence plus approfondie sur l'équipe de gestion pour la stabilité. Donc ça rajoute un critère de sélection et de précaution dans la sélection des fonds. Maintenant, même si vous avez un fonds qui n'est pas sélectionné par les institutionnels, il n'est pas forcément... Donc quand l'institutionnel finalement a sélectionné un fonds, le particulier peut se dire c'est un gage finalement de sérieux parce qu'il y a toute une équipe derrière qui a travaillé dessus et qui s'est dit normalement là la stratégie tient la route. Exactement. C'est ce que vous mettez en place, Anthony Kalsi. Alors petite parenthèse quand même, on s'excuse pour le bruit, le bruit des travaux. Anthony Kalsi, c'est un critère par exemple que vous prenez en compte, c'est je n'y vais pas s'il n'y a pas d'institutionnel autour de la table par exemple, ou je ne propose pas ça à mes clients. En fait, avant on n'avait pas le choix. Et c'est depuis un an, ça s'est accéléré de façon incroyable, où tous les grands noms du private equity qui étaient inconnus des particuliers, dont Edram bien sûr, on n'y avait pas accès. D'accord. Et aujourd'hui, on a des fonds pour les particuliers distribués par les conseillers en gestion de patrimoine ou les family office qui permettent d'investir, de co-investir aux côtés des institutionnels. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, c'est un peu Euraseo qui a lancé, on va dire, cette tendance-là il y a quelques années en achetant Idinvest et en l'absorbant. C'est BPI qui a lancé son fonds. Et maintenant, de plus en plus, de grandes sociétés de gestion comme Argent ou Edmond de Rothschild, via des feeders, via leurs plateformes, via des plateformes externes, permettent à des particuliers, n'importe qui, d'être aux côtés des plus grands investisseurs. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, si on est aux côtés d'investisseurs institutionnels, il y a des équipes dédiées qui peuvent permettre globalement de garantir, pas de garantir, mais en tout cas de rassurer sur la stratégie effectivement d'un fonds. Mais à l'inverse, on peut se dire, bon, les institutionnels n'ont pas intérêt à perdre d'argent, évidemment, on parle de caisse de retraite, mais
globalement, ils ont les reins solides pour encaisser des mauvais choix. Le particulier, lui, ne doit pas forcément. Donc, est-ce que c'est forcément un gage de garantie ou de sécurité d'aller aux côtés d'un institutionnel quand on est particulier? Je réponds. Oui, Mylène Bono, bien sûr. Alors, c'est un critère qui peut être nécessaire, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être nécessaire, mais qui n'est évidemment pas suffisant. Bon, d'abord, que vous soyez un privé ou un institutionnel, quand vous investissez, vous avez un socle commun, c'est que vous ne voulez pas perdre d'argent. Bien sûr. Et que vous voulez idéalement même plutôt en gagner. Peut-être en gagner. Mais il y a un risque dans tout investissement. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de se dire que quand on a un particulier, vous l'avez très bien dit, quand vous êtes un particulier, vous n'investissez pas la majorité de votre patrimoine sur un actif risqué. Et bien sûr. Oui. C'est un actif risqué. Donc c'est une gestion de l'allocation. Et c'est là où on peut s'orienter après avec un cabinet en gestion de patrimoine, avec un banquier privé, pour avoir une allocation équilibrée par rapport à son portefeuille total. Bien sûr. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est un point très important, qui est la gestion des risques. Et aujourd'hui, dans un marché qui se tend quand même à certains égards, c'est important de regarder au-delà du rendement passé, quelle est la politique de gestion des risques que met en place la société de gestion à qui vous allez faire confiance. Donc, de regarder au-delà du track record du fonds, de la performance délivrée, comment cette performance elle a été construite et qu'est-ce qu'on a comme outil pour s'assurer que sur les prochaines années, on puisse répliquer cet exercice. Donc, on ne va pas regarder que les performances de l'entreprise ou du fonds, c'est-à-dire qu'on va regarder si, par exemple, on a accepté de sortir une entreprise du portefeuille s'il y avait un problème, ou au contraire, est-ce qu'on l'a accompagné pour d'autres raisons, ou c'est ça qu'il faut regarder? Alors, bon, déjà, une entreprise, vous ne pouvez pas la sortir de votre portefeuille. Non, d'accord, voilà, c'est une question que le particulier peut se poser. De façon unilatérale. D'accord. En fait, vous achetez une société et après, il faut que vous trouviez un acquéreur pour... Oui, c'est ça, on vit avec un peu, d'accord. Vous vivez avec, donc si vous voulez vous en débarrasser à tout prix, c'est possible que du coup, vous ne la vendiez pas dans les meilleures conditions. Et ce qu'il faut apporter, et c'est là où des acteurs du capital investissement vont faire la différence, c'est quand vous apportez à une entreprise autre chose que du capital pour se déployer. Et c'est vraiment l'accompagnement opérationnel mis en place avec les équipes pour la restructuration, pour la mise en place d'outils de reporting qui va créer de la valeur sur la partie vraiment très concrète et très tangible. C'est ce qu'on vend quand même aux clients quand on leur propose d'investir en private equity et pas on fait un chèque en blanc et rendez-vous dans 5 ans et on verra si ça s'est bien passé. Et c'est peut-être là où on est à un tournant, notamment sur la partie tech, où on a eu des valorisations qui se sont envolées de façon presque incompréhensible et qui ont du coup attiré un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là, qui n'étaient pas forcément les plus légitimes pour ça. Et dans un moment où le marché peut se tendre, on peut citer la phrase de Warren Buffett sur quand la mer se retire, on voit qui n'a pas de maillot de bain, et c'est un peu ça l'idée. Une dernière question pour vous, Anthony Calci. Au lendemain des différents confinements, on a beaucoup entendu cette idée d'aller investir dans la relance, d'aller investir dans l'économie réelle, d'aller investir dans les entreprises françaises. Est-ce que vous avez vu du coup un regain d'intérêt supplémentaire pour le private equity à ce moment-là, et est-ce que ça se confirme encore aujourd'hui? Parce qu'il y a la volonté d'aller en private equity et puis dans les faits ensuite passer le pas entre guillemets. Alors, il y a un effet France Relance de certains fonds qui ont le label. Un des plus gros succès, le fonds d'Euraseo, du coup, où on est passé en moins de 10 ans à une licorne, à une trentaine de licornes, et dont cette société de gestion distribue un fonds. Et c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Alors, il y a aussi l'effet ESG, ça veut dire transition écologique. Oui. Donc oui, il y a un effet Cocorico France, mais aussi un effet monde, où on a envie de faire les choses bien pour la planète. Et les fonds infrastructure sont très intéressants, autant pour la résilience que pour la diversification et la quête de sens pour la planète. Merci beaucoup Anthony Calci, fondateur du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Calci Patrimoine. Merci Mylène Bono, directrice des relations investisseurs chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. On s'excuse pour le bruit des travaux que vous avez très certainement entendu durant l'émission et je vous dis rendez-vous demain à 13h sur Bismart.